Laurence, vous recevez ce matin Marion Maréchal. Bonjour Marion Maréchal, bienvenue dans la matinale de CNews. L'actualité est éloquente, il y a une montée des violences en France, agressions, harcèlement des ados qui conduisent parfois au suicide, vol, incivilité, violence. Est-ce qu'on est face à un processus de décivilisation, comme l'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours ? Indéniablement oui, décivilisation n'étant jamais que le mot employé déjà par d'autres, qui est ensauvagement. Maintenant, ce qui est dommage derrière le coup de communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se soit pas posé la question des causes de cet ensauvagement et de l'éventuelle responsabilité de son gouvernement. J'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur un crime atroce qui n'a pas défrayé la chronique malheureusement, dont on a peu parlé, qui est le cambriolage et le viol d'une femme de 83 ans handicapée par 2 clandestins algériens. Voilà, si je puis dire, l'une des manifestations les plus éloquentes de cette décivilisation. Or là, on voit bien qu'il y a une responsabilité directe de l'État, puisque les 2 clandestins en question, l'un sortait de prison, que faisait-il encore sur le territoire français, et l'autre était déjà sous obligation de quitter le territoire français. Que faisait-il encore sur le territoire français ? Donc c'est vrai qu'on aurait attendu, derrière le plan marketing, de véritables solutions, et évidemment un constat déjà fait pourtant par les chiffres du lien entre immigration et insécurité. Mais on ne peut pas imputer toute la montée de la violence dans notre pays à l'immigration. Indéniablement, mais elle en est à l'origine de manière quand même substantielle. Quand on regarde, d'ailleurs c'est admis même par le ministre de l'Intérieur, qui a quand même expliqué... Qui a fait le lien entre 45% des faits délictuels commis à Paris et à peu près exactement, la même chose en région. On est même autour de 50% à Marseille, qui vient de la délinquance étrangère, 48% donc c'est pas 100%. À Paris, on est autour de 35% pour les cambriolages, 20% pour les blessures, et là je ne parle que des personnes qui sont étrangères. Donc c'est vrai qu'il y a un lien quand même substantiel. Vous imaginez que si on supprimait l'indélinquance étrangère à Paris, on aurait 2 fois moins de crimes et délits. Enfin, je veux dire, c'est quand même structurel, vous voyez, donc on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Non, il y a aussi une montée de la violence qui est indéniable. On parlait de suicides d'adolescents harcelés sur les réseaux sociaux. Là, on est face à un problème d'éducation, on est face à un endroit où tout se délite, il n'y a plus de valeurs qui ont été données dans les familles. Oui, alors on est face à plusieurs problèmes. On est face à un problème d'éducation des enfants, indéniablement, des parents qui manifestement ont failli de ce point de vue-là, mais on est face aussi à une défaillance de l'institution scolaire. Pardonnez-moi, mais j'écoutais le témoignage de l'une des 2 enfants qui est harcelée et qui était la meilleure amie de cet enfant qui s'est donné la mort, et qui expliquait que le proviseur n'a rien fait, que le proviseur n'est même pas venu la voir, que, à l'exception de sa prof d'anglais, si j'ai bien compris, l'ensemble des professeurs n'ont pas eu d'ailleurs un mot. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'institution est à la fois terrorisée, peut-être par les parents eux-mêmes, d'ailleurs, des harceleurs, et démunis sur le plan des sanctions, parce qu'il est évidemment extrêmement compliqué d'évincer un harceleur de l'école. Et ce qui se passe la plupart du temps à l'issue, c'est que c'est les enfants harcelés qui finissent par changer d'établissement du fait de leurs parents, et non pas les harceleurs. Donc il y a vraiment une inversion, en fait, des valeurs, du camp de la peur, si je puis dire, un effondrement de l'autorité. Et quand on se dit qu'en France, dans notre pays, c'est des gamins harceleurs, finalement, qui font la loi dans les établissements, on se dit que oui, on est quand même descendu très bas. Effectivement, et là on est sur un problème de violence entre jeunes femmes, en l'occurrence. Oui, et puis derrière, manifestement, à la fois d'enfants, de jeunes mineurs et d'adultes qui ne craignent plus la sanction d'aucune sorte, parce qu'elle ne vient jamais. Et là, c'est la réponse plus largement de la réponse pénale dans notre pays. Et une fois de plus, le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Gabriel Attal a proposé et présenté hier son plan de lutte contre la fraude sociale. Quelques semaines auparavant, c'était la fraude fiscale. Ça va dans le bon sens, c'est ce que vous dénonciez depuis longtemps, la fraude sociale, alors les abus à la fraude sociale. Petit rappel, parce qu'on est face à un vrai sujet de société. Pour les estimations plus basses, entre 7 et 8 milliards. Pour les estimations les plus hautes, autour de 50 milliards, d'après le magistrat Charles Prats, qui est spécialiste du sujet. Donc on attend quand même une vraie réponse structurelle. Alors, au-delà de la fusion éventuelle, on n'en a pas encore vu le bout, mais de la carte d'identité, de la carte vitale, qui pour le coup va dans le bon sens, objectivement, on ne peut être que déçu par rapport aux autres annonces. On nous explique qu'on va passer de 6 à 9 mois pour les conditions de résidence pour pouvoir bénéficier des allocations. C'est quand même très loin de ce qui est attendu, sans garantie d'ailleurs de contrôle supplémentaire. Je vous le dis, moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'on réserve les prestations sociales non contributives, c'est-à-dire celles qui ne nécessitent pas de cotiser par le travail, aux personnes de nationalité française. On n'a rien, évidemment, sur l'aide médicale d'État concernant les clandestins, là où il faudrait la supprimer. Pardon ? Par lâcheté, par manque de courage, par politiquement correct, par le fait qu'on oublie trop souvent quand même qu'une grande partie de la majorité d'Emmanuel Macron est composée par des gens de gauche, qui j'imagine ne veulent pas en entendre parler. Je vous cite un autre exemple. On a à peu près 1 million de retraités à l'étranger qui touchent donc une retraite de la part de la France. 300 000 en Algérie. Il va y avoir des contrôles. Et on nous explique qu'on va peut-être en effet accélérer les contrôles à partir de 85 ans.
pourquoi à partir de 85 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près un contrôle sur 2500 dossiers, donc on est très loin du compte. Et quand on voit les moyens qui sont mis à disposition, on ne peut être que perplexe face à ce qui est proposé. Donc maintenant, plus largement, j'aurais envie de vous dire que cette proposition ne manque pas de sel à un moment donné, où on découvre que le ministre des Affaires étrangères de Mayotte, non pas de Mayotte, pardon, des Comores, attendez, le lapsus, mais vous allez comprendre pourquoi je fais le lapsus, a fraudé donc, la France de près de 200 000 euros d'allocations sociales. En parallèle de ça, je rappelle quand même que ce gouvernement, en se faisant passer pour un Mahorais justement, je rappelle qu'en parallèle, ce gouvernement revendique un territoire français, insulte la France, refuse de reprendre les fameux clandestins des Comores qui débarquent en masse. Il y a un accord qui a été passé avec Gérald Darmanin. Sur Mayotte. Et la France ne réagit pas. Une fois de plus, la France ne réagit pas alors que La France négocie avec les Comores pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. Non mais d'accord, mais pardon, ils négocient quand vous faut quand même rappeler que 15% du PIB des Comores vient du transfert d'argent venu de la France. On se dit quand même que la France aurait des moyens de pression non négligeables pour se faire respecter. Et une fois de plus, lutter contre la fraude, c'est d'abord une valeur d'exemple. Et quand on voit ce genre de choses, on se dit qu'il ne faut pas s'étonner derrière qu'on soit face à une fraude aussi massive. Vous êtes montrée assez cinglante avec les propositions de loi des Républicains sur l'immigration. Vous dites, oui, pourquoi ne l'ont-ils pas fait quand ils étaient au pouvoir ? C'était il y a plus de 10 ans, on le rappelle. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ces mesures qui sont un plagiat de celles du Rassemblement national, comme le dit elle-même Marine Le Pen ? Alors, déjà, même plus près de nous, on pourrait s'étonner pourquoi ne l'ont-ils pas proposé pendant la présidentielle ? Parce qu'à la limite, l'enjeu, il était d'abord là. Mais bon. Ils ont pratiquement proposé toutes les idées, à part le... Pas tout quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Alors, une fois de plus, je partage l'objectif et je partage énormément de propositions, puisqu'en l'occurrence, le mouvement auquel j'appartiens, Reconquête, en avait proposé par un présidentiel de nombreuses. Donc là-dessus, pas de sujet. Ce que je déplore, en revanche, c'est un certain nombre d'oublis, parce qu'on voit bien quand même qu'ils s'arrêtent au tabou. Ils s'arrêtent au tabou de la suppression du droit du sol, sauf pour Mayotte. Il s'arrête au tabou de la priorité nationale, justement, pour les aides, l'accès au logement. Par peur que ce ne soit pas constitutionnel. Et l'emploi, notamment. Oui, mais enfin, vous savez, il y a plein de manières d'appréhender la chose. Il s'arrête à la question de la déchéance de nationalité pour les criminels étrangers. Il s'arrête à la question de l'expulsion pour les personnes qui sont en situation de chômage durable. Et je rappelle que ce n'est pas un petit sujet. Je vous donne un chiffre qui est quand même éloquent, qui recoupe l'histoire d'ailleurs de la question du poids de notre dépense sociale dans le pays. 41,6% des ressortissants algériens en France, en âge de travailler, sont en situation d'inactivité. Donc ce n'est pas un petit sujet. Et la deuxième chose que je leur reproche, c'est une forme de facilité. C'est-à-dire qu'ils montrent, comme on va dire, proposition centrale qui a fait couler beaucoup d'encre, ce fameux bouclier constitutionnel, c'est-à-dire ils disent formidable. Pour que le droit français soit exactement. Ils disent, européen. et moi je partage totalement l'objectif, attention, et symboliquement je trouve pas ça inintéressant, mais soyons francs avec les Français. Ils disent, on va inscrire dans la Constitution la supériorité du droit français sur le droit national, international et européen. Ok, sauf que il y a un côté baguette magique. Pardon de vous dire que quand on est la France en particulier, on ne peut pas simplement en réformant de manière interne sa Constitution se défaire des traités auxquels on s'est lié. Sauf à remettre en cause la crédibilité de la France et à faire en sorte que ces engagements futurs, évidemment, n'aient plus aucune valeur. C'est parce que Éric Zemmour, précisément, Zemmour en a parlé, mais surtout... une réforme constitutionnelle. Éric Zemmour, il donc était... la même chose. Non, je vous dis, pour ça, symboliquement, c'est pas inintéressant, mais allons plus loin. C'est-à-dire que donc il s'est trompé lui aussi ? Non, il ne s'est pas trompé. Pourquoi ? Parce que lui, il apporte la vraie réponse à côté. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on ne peut pas faire autrement que de renégocier, ou de dénoncer d'ailleurs, un certain nombre d'engagements internationaux. On pourrait parler de la Convention européenne des droits de l'homme et de la CEDH. On peut parler, bien sûr, aujourd'hui de ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Mais pour ça, et c'est pour ça que les LR vont pas là-dessus, je vais vous dire pourquoi. Parce que les LR, aujourd'hui, ils sont où au Parlement européen ? Ils sont avec les centristes et la gauche. C'est-à-dire que cette majorité qui a fait élire Mme von der Leyen. Or, pour espérer faire aboutir demain une renégociation, notamment sur la question migratoire, il faut s'allier avec des pays qui sont de plus en plus nombreux, on y reviendra, à vouloir limiter l'immigration en Europe et dans leur pays. Je pense à la Hongrie, je pense à la Finlande, je pense au Danemark, je pense à l'Italie, bien sûr. Le Danemark ne nous a pas attendus, a déjà Exactement, eux, ils avaient un statut dérogatoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus forte. Mais pour ça, en effet, il faudrait que le gouvernement passe plus de temps à créer des coalitions et à sortir de l'impasse du couple franco-allemand plutôt que d'insulter nos voisins comme ils l'ont fait avec l'Italie. Un petit mot de l'Europe, parce qu'effectivement, on assiste à une victoire des droites aux élections locales, notamment en Espagne. Il y a le Premier ministre Pedro Sánchez organise des législatives pour clarifier la situation. C'est un peu la droitisation de l'Europe qui est en marche.
Il y a une trajectoire assez phénoménale. On parle d'un pays qui, en effet, depuis de nombreuses années, penchait plutôt vers la gauche. Victoire donc spectaculaire au niveau local de la droite. Arrivée aussi en force du troisième parti, donc Vox, qui fait partie du groupe des conservateurs. 7,19%. Très intéressant, mais qui est rentré partout, modeste. qui a des députés quand même, qui a doublé son score en quelques années. Mais ce que vous voyez en Espagne se passe dans de très nombreux pays européens. Donc qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a un enjeu majeur aux futures européennes. Et c'est là, d'ailleurs, où nous sommes particulièrement attentifs. Vous serez tête de liste Reconquête. J'ai posé ma candidature. La décision n'est pas encore prise. Mais donc, on a une chance historique, peut-être, de voir de pouvoir sortir de cette majorité centriste, donc à laquelle appartient l'AR dont je vous parlais tout à l'heure, pouvoir reconstituer une autre majorité autour des conservateurs de droite en Europe, et ainsi faire élire une nouvelle présidence de commission et faire en sorte que l'Union européenne porte une autre politique. Et donc, c'est vrai que c'est en cela que c'est très intéressant. Et l'autre leçon, c'est de constater, alors en Espagne, on va voir quelle forme ça prend, mais c'est de voir que bien souvent, ces pays arrivent à mettre en place des majorités de droite parce qu'ils font des coalitions à droite. Et donc ça pourrait être aussi... Donc c'est la fameuse union des droites dont vous rêvez depuis des années, qui ne se fait pas. Nous espérons, parce que ni avec le RN, ni avec les LR. C'est manifestement le chemin qui permet en fait à tous ces pays, en effet, de voir des majorités de droite arriver aux affaires. En tout cas, il s'agit pour vous d'être une force d'appoint pour pouvoir former des coalitions. Oui, tout à fait. En tout cas, il faut bien sûr représenter une force significative dans le paysage pour pouvoir ensuite porter cette idée. Et c'est l'objectif que nous donnons aux Européennes notamment. Le Rassemblement national, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne hier en Conseil des ministres. Elle avait, il y a quelques jours auparavant, estimé que le Rassemblement national était un parti héritier de Pétain. Lui a estimé qu'on ne combat pas l'extrême droite avec des arguments moraux. Il dit « Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen qu'ils sont des fascistes ». Est-ce que c'est le bon argument, selon vous ? Non, mais déjà, c'est vrai que c'est extraordinaire, cette capacité de la plupart des hommes politiques français à faire la morale plutôt que la politique. Je sais pas, ils ont raté leur vocation. C'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Ils auraient dû être curés plutôt que ministres, parce que manifestement, voilà. En fait, ça dit plusieurs choses. Un, évidemment, l'argument est d'une médiocrité, d'une pauvreté intellectuelle et même historique. C'est pas un parti pétainiste, le Rassemblement national ? Évidemment que non. Ne serait-ce que parce que je vous rappelle qu'il s'est créé en 1974, quand même, bien après la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le quand même. C'est évidemment extrêmement ringard. En cela, Emmanuel Macron a raison de le dire, mais enfin, rappelons quand même, parce que la gauche et l'extrême gauche passent tellement de temps à nous expliquer qu'Emmanuel Macron est un homme de droite qu'on en oublierait que lui-même vient du Parti socialiste, mais surtout que Madame Borne, qui est la première ministre de la France, vient du Parti socialiste. Une partie significative de ses troupes viennent de la gauche. Donc on ne s'étonne pas de voir ce genre de réflexe qui leur est habituel revenir sur le devant de la scène. Maintenant, ce qui est regrettable dans la réaction d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit finalement stratégiquement c'est pas efficace, et indéniablement il a raison. Enfin, je veux dire, c'est absolument grotesque, mais pour autant il ne conteste pas le fond, et en cela il participe quand même de l'insulte de ces millions de Français. Il dit il faut décrédibiliser le RN par le fond, par les incohérences, par le concret, plutôt que par les postures morales, les mots des années 90. De manière générale, là où, pour le coup, il a raison, c'est faisons de la politique. Ça veut dire, est-ce que ce gouvernement a si peu de choses à dire qu'il n'est pas capable d'aller avoir un débat sur le fond, sur les propositions, sur la faisabilité des propositions ? Et en cela, c'est plutôt sain. Maintenant, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est quand même un peu particulier, parce que lui-même a quand même joué un peu à ça par le passé. Donc voilà, moi je trouve ça déplorable, je trouve ça lamentable, et donc je me félicite finalement que maintenant tout le monde rit de ce genre d'attitude. Ça veut dire qu'on a quand même avancé fort heureusement et qu'on est sorti de cette espèce de réflexe pavlovien. Une précision, Elisabeth Borne dit dans cette interview sur Radio J, je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées, les racines. Marine Le Pen n'a jamais dénoncé ces idées que lui attribue Elisabeth Borne. Alors déjà, il faut savoir exactement de quoi on parle, parce que c'est toujours pareil. Quand on parle du Rassemblement national, il y a une fois de plus, il n'y a pas de lien entre le pétainisme et le Rassemblement national, même si je ne suis pas là pour être l'avocate du Rassemblement national, mais j'aime bien être juste quand même intellectuellement. Et en l'occurrence, Marine Le Pen, à de nombreuses reprises, a été très claire, me semble-t-il, quand même, sur le passé du Front National, dont elle ne partageait pas toujours, finalement, pas toujours de la sympathie pour une partie des gens qui ont pu en faire partie. Mais c'est toujours pareil, je crois que ça me semble être un mauvais procès que de vouloir diaboliser à travers ce parti les idées qu'il représente ou qu'il a pu représenter. Voilà. Et je vois bien que nous, à Reconquête, nous avons subi le même procès
durant les élections présidentielles. Ça continue malgré tout d'être un réflexe de la gauche pour pouvoir décrédibiliser l'adversaire sur le plan moral et se dispenser d'aller sur le fond. Donc ce que je constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, même le président convient que ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on a quand même avancé, qu'il y a eu une victoire intellectuelle de ce point de vue-là. Un tout dernier mot concernant la réforme des retraites. Il y a à nouveau un tour de chauffe à l'Assemblée nationale avec l'examen de la proposition de loi Lyotte pour abroger cette réforme des retraites. Est-ce qu'il faut qu'on puisse voter, que le Parlement puisse voter, en tout cas, sur ce texte ? En fait, je vais vous dire, au-delà de... Sans revenir sur le fond de la réforme des retraites, parce qu'on n'aura pas le temps, me semble-t-il, c'est que ça en dit quand même long sur la fragilité de ce gouvernement. De voir un gouvernement paniquer à ce point sur un vote de l'Assemblée nationale, ça veut bien dire qu'ils n'ont plus les rênes et qu'ils n'ont plus la main. Ce qui signifie quand même qu'on va avoir un quinquennat, une fin de quinquennat qui va être extrêmement laborieuse, où ce sera quand même compliqué de faire passer des grandes réformes pourtant attendues par la France. Et donc c'est dans ce moment-là qu'on se dit, mais pourquoi Emmanuel Macron se refuse-t-il, une fois de plus, à aller directement chercher sa majorité auprès des Français ? C'est-à-dire notamment dissolution ou référendum ? Référendum, notamment, puisque dissolution, il faut d'abord qu'on arrive à une véritable impasse institutionnelle, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Maintenant, voyons aussi comment les choses évoluent. J'ai vu que le ministre de l'Intérieur avait tendu la main aux Républicains. Absolument. Faire un accord sur l'immigration. Exactement, notamment sur l'immigration. Mais il faut comprendre que les Républicains n'attendent que ça. Il suffit d'écouter l'interview de Laurent Wauquiez qui défend le bilan d'Emmanuel Macron sur bien des aspects. Il ne l'accable pas, tout le monde. On voit le fameux gouvernement fantôme d'Éric Ciotti, dont la moitié sont des gens qui ont déjà plaidé pour des alliances avec Emmanuel Macron. Donc en fait, cette fragilité structurelle, elle sera peut-être in fine compensée par une alliance avec les Républicains, mais ça, il n'y a que le temps qui nous le dira. Marion Maréchal était l'invité de la matinale de CNews. Merci Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain Desarmes.